Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à l'Actu Parlement. L'Actu Parlement, c'est votre émission qui vous permet, n'est-ce pas, de comprendre l'actualité parlementaire du Sénat, de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales de la RDC. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons pour vous l'honorable Rombo Fumani, élu de Gungu. Avec lui, nous allons parler des budgets 2026 présentés par la Première ministre Judith Suminwa au Palais du Peuple. D'ici là déjà, nous nous approchons pour, n'est-ce pas, recevoir notre invité qui est l'honorable Rombo Fumani. Honorable, comment vous allez? Très bien ce matin, madame. Alors, c'est pour vous la première fois de participer à cette émission Actu Parlement, une émission qui permet aux téléspectateurs de comprendre les activités parlementaires. Je l'ai dit tantôt que vous étiez élu de Gungu. Quelles sont vos appréciations du projet de loi de finances 2026 présenté par la Première ministre Judith Suminwa? Bon, il faut dire vraiment que moi je suis satisfait, plus de 60%. Pour la simple raison que le gouvernement, cette fois-ci, a présenté son projet de loi dans les délais réglementaires et légaux. Ce qui est déjà une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont pris la chose au sérieux. Et puis ensuite, j'ai vu que la loi, les projets de loi du budget 2026 est mieux élaboré que les projets de loi 2025. Okay. Nous avons fait des remarques par rapport à la loi 2025 et nous sommes rendus compte que beaucoup de ces remarques ont été prises en compte pour améliorer la présentation du budget 2026. Bon, et puis en plus, il y a un petit accroissement par rapport au budget 2025, donc il y a un motif de satisfaction, mais en espérant vraiment que ce budget va être respecté, bien appliqué dans les dépenses surtout, et aussi que les efforts seront menés pour maximiser les recettes en vue de répondre aux problèmes de la République. Alors, le budget est annoncé en équilibre avec déjà une hausse de 16% par rapport à 2025, comme vous venez de le dire. Selon vous, est-ce que ce budget est réaliste et réalisable? Moi, personnellement, je pense que nous faisons quand même confiance au gouvernement. Mais par rapport aux recettes, j'ai eu à faire remarquer au ministre des Finances en apartheid, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir les jours où on présentait les budgets, parce que les amis ont estimé qu'il fallait qu'on arrête les débats. Et donc, c'est des éléments que je vais déverser au niveau de la commission ECOFIN. J'ai une petite remarque, et je pense que cette petite remarque-là vaut la peine d'être faite pour permettre à la République de maximiser les recettes. Vous savez, je voulais faire voir comment les agents de la DGI travaillent. Il y a une grande fraude financière, fraude fiscale au niveau de la DGI. Moi, j'ai des hôtels. Alors, et les agents de la DGI viennent pour faire des redressements. Ça, c'est un petit exemple que je donne. Ils viennent faire un redressement et vous disent, vous devez nous payer 20 millions de francs congolais ou 10 millions de francs congolais. Et puis quand les gérants de l'hôtel essaient de protester un tout petit peu ou de discuter, ils disent, bon, vous pouvez payer 12 millions au lieu de 20 millions, vous payez 12 millions. Mais dans les 12 millions, vous nous donnez à nous 7 millions. Et dans la caisse de l'État, vous versez 5 millions. Cette pratique-là, elle n'est pas seulement faite chez moi, mais elle est faite, j'ai vu à Kikwit, là où j'ai aussi un hôtel, j'ai vu que ça s'est fait dans plusieurs hôtels de Kikwit comme ça. Je suis en train de me dire que c'est cet argent-là que les agents mettent dans leur poche. Parce que pour eux, si vous ne leur donnez pas ces montants-là, au fait, ils vous bombardent un redressement que peut-être vous ne maîtrisez pas, et ils viennent chercher, ils vous menacent pour sceller vos installations, etc. Et donc, je crois que je voulais demander à la DGI, peut-être d'essayer d'informatiser son système, et d'essayer de permettre, d'expliquer aux assujettis, de leur permettre d'avoir la possibilité de faire des retours et de porter plainte. Parce que là, moi, quand je parle de porter plainte, c'est dans le sens de dire qu'il y a un harcèlement. Voilà, cet agent-là qui vient harceler, au fait, il en abuse. Lorsqu'on ne lui donne pas son argent à lui pour sa poche, pour partager avec son directeur, eh bien cet argent-là s'en va. Alors moi, je vais donner un exemple. Dernièrement, dans mon hôtel de Kikwit, nous avons dû payer 5 millions. Les gérants ont dû payer 5 millions à ces gens pour ne payer que 3 millions de francs congolais à l'État. Mais 5 millions sont entrés dans la poche de ces gaillards-là et qui n'ont pas honte de le dire que ça se partage avec les chefs. Quel chef? Donc le directeur provincial, le DG de la DGI ou qui, je ne sais pas très bien. Je crois que ça c'est quelque chose, le ministre des Finances étant lui-même un fiscaliste. C'est ce que je sais, donc il est fiscaliste. Il connaît ces pratiques-là. Alors qu'est-ce qu'il attend pour mettre en place des mécanismes pour
maximiser, canaliser ces recettes-là vers la caisse de l'État. Donc si ça s'est fait, je pense qu'on peut augmenter un tout petit peu les recettes. Du côté recettes. Mais du côté dépenses, quand nous avons analysé la loi sur la reddition des comptes, c'est-à-dire pour voir comment l'argent de l'État, les contribuables, les Congolais a été utilisé en 2024. Nous avons constaté beaucoup de choses quand même. Et nous avons demandé qu'on puisse les corriger. Par exemple, à certains endroits, on fait régulièrement recours à la procédure d'urgence. Donc, quelles sont ces actions pour lesquelles on doit décaisser l'argent en urgence sans respecter la procédure? Vous savez, quand on décaisse comme ça en urgence, ça montre qu'on escamote, on contourne un peu la procédure de passation des marchés publics. Quand on a contourné la procédure des marchés publics, ça signifie que là, il y a tentative de tricherie, de vol et de détournement des fonds publics. Donc là, il faut vraiment agir sur les gestionnaires et qu'on fasse un effort pour éviter de recourir régulièrement à la procédure d'urgence. J'ai vu vraiment des endroits où c'est les équipements, c'est les mobiliers, mais pour obtenir les meubles, il n'y a pas des raisons de faire des procédures d'urgence. Je ne comprends pas. Parce qu'on peut ne pas avoir un meuble aujourd'hui, mais on peut l'avoir dans une semaine. Alors pourquoi ne pas respecter carrément la procédure de passation des marchés telle qu'exigée par la loi? C'est ce que j'ai dû remarquer dans la loi de reddition des comptes de l'exercice 2024. Et je crois qu'on doit faire un effort pour l'exécution du budget, dans les dépenses du budget 2026 qu'on est en train de mettre en place, qu'on respecte un peu les procédures, en sorte qu'on diminue beaucoup les recours aux procédures d'urgence et qu'on respecte vraiment des procédures par les engagements, par l'ordonnancement et par les paiements des fonds. Parce que j'ai vu qu'il y a des endroits, par exemple en 2024, où on n'a ni engagé, ni ordonnancé, mais on a payé. Donc, vous avez payé sur base de quoi lorsqu'il n'y a pas d'ordonnancement. C'est comme ils indiquent parfois qu'on a fait des recettes, mais on n'a pas ordonnancé, on n'a pas constaté, on n'a pas ordonnancé, mais on a fait des recettes. Alors moi je pose des questions parce que quand vous faites les recettes, ça veut dire que ces recettes, vous les prenez auprès des contribuables que nous sommes. C'est le peuple congolais qui paie les taxes et les impôts, non? Donc vous prenez cet argent là-bas sans avoir ordonnancé. L'ordonnancement, moi je suis ingénieur, je ne suis pas fiscaliste, mais je comprends par ordonnancement la facturation. Donc vous n'avez pas facturé. Où est-ce que vous avez pris l'argent que vous avez mis dans les tableaux? Voilà, ça veut dire que tous ces genres de petites choses-là, je pense qu'il faut les corriger. Parce qu'il s'agit ici d'un bien de l'État. Il s'agit de l'argent de la population congolaise. Et il s'agit d'une loi. Si nous devons nous conformer tous à ça, je pense que nous irons de l'avant. Mais du moins, je crois que le budget ici il est bien présenté. Je crois que si on les respecte, on peut espérer quelque chose. Oui, on peut espérer quelque chose. Alors, le budget, comme vous venez de l'expliquer, là, qui est chiffré à 5 milliards de francs congolais répartis en budget général, budget annexe, budget spéciaux. Quelle analyse faites-vous de cette structuration? Qu'est-ce que la population peut retenir de cette répartition? Non, d'abord, la répartition là est normale. Elle est normale. Avant d'y revenir, en tout cas, je vais parler sous le contrôle des fiscalistes. Parce que moi, je ne suis pas fiscaliste, je suis qu'un ingénieur électricien. Mais je vais faire remarquer quelque chose par rapport à ces budgets. Vous voyez, quand vous regardez les taux d'exécution des budgets des années antérieures pour les ETD, les entités territoriales décentralisées, comme même mon territoire de Gungu, vous voyez qu'il n'y a pas une grande exécution, c'est très faible. La raison pour moi est que les budgets que nous examinons, ce n'est pas les budgets de la République. Au fait, c'est les budgets du gouvernement central. C'est le gouvernement central qui décide de dire à Gungu, je vais faire ça, à Boulungu, je vais faire ça, à Bafasende, je vais faire ceci, à Libengue, je vais faire cela, etc. Mais ça ne part pas des entités de base. Or, il serait souhaitable que chaque entité de base élabore son budget, chaque ville, chaque secteur, chaque territoire élabore son budget et ces budgets montent au niveau de la province. Et les budgets des provinces montent au niveau national. On compile tout ça et on sort les budgets de la République. À ce moment-là, on sait répondre aux besoins de la population. Parce que quand nous faisons les budgets, moi, à ma connaissance, quand on fait les budgets, c'est pour répondre aux besoins sociaux de base de la population. Mais alors, qui connaît mieux les besoins que la population elle-même? Je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation à ce niveau, madame. C'est-à-dire que quand vous allez à Gungu, vous ne pouvez pas vous décider au niveau du gouvernement central qu'on va construire une université à Gungu. Sans consulter ces gens de Gungu vous ont dit que pour eux, pour l'instant, l'urgence pour eux, c'est une université. Non. Voilà. Peut-être que l'urgence pour les gens de Gungu, c'est la mise en service de la centrale de Kakobola pour utiliser l'électricité,
L'urgence pour les gens de Gungu aujourd'hui, c'est peut-être la route entre des dessertes agricoles. Et puis la route principale entre la nationale numéro 1, Ok. au PK 622, jusque dans la cité de Gungu, qui est un foyer agricole. Donc c'est peut-être ça leur priorité. Peut-être leur priorité, ce sont des centres de santé, etc. Mais vraiment, je ne pense pas. Donc, mais je donne un exemple. Donc ce que j'ai dit qui est vrai pour Gungulé aussi, pour Bafasende, ça l'est aussi pour Ingende, sur toute l'étendue de la République, etc. Donc il faut que les populations elles-mêmes expriment leurs besoins et que ces besoins soient traduits dans les budgets de la République. Mais ici, en tout cas, le gouvernement central à généraliser, qui définit les besoins, voilà, les priorités. Exact. Pour nous, parce que nous sommes des villageois, nous sommes des élus du village. Et donc nous avons besoin de centres de santé, nous avons besoin des routes de dessertes agricoles, nous avons besoin d'électricité. C'est nous qui devons l'exprimer. Voilà, c'est là où je trouve un peu des petits problèmes dans les budgets de la loi des finances que nous sommes en train d'analyser présentement et toutes les lois qui ont précédé de toutes les façons. Donc, ça c'est un premier élément. Deuxièmement, j'ai vu des faiblesses dans l'élaboration des budgets annexes. Ok, de quelle manière? Les budgets annexes. Par exemple, et les budgets spéciaux. Là-dedans, on est en train de vous dire que, par exemple, en ce qui concerne les recettes, il y a des recettes qui proviennent, par exemple, des hôpitaux généraux de référence. Il y a des recettes qui viennent, par exemple, des instituts supérieurs et des universités, etc. Et c'est vrai, il y en a. Parce que les actes générateurs de recettes dans un institut supérieur ou dans une université, c'est quoi? C'est les minervales, c'est les frais d'inscription, c'est l'achat des cartes d'étudiants, c'est les frais d'enrôlement, première session, deuxième session, c'est tous ces frais-là qui font des recettes. Mais il faut que ces recettes soient bien retracées. Mais moi, j'ai constaté centralisées également. J'ai vu dans la loi de reddition des comptes 2024, et je pense que ça risque de revenir aussi par la suite, dans les autres lois qui viennent, que d'abord, tous les instituts ne sont pas répertoriés. Tous les instituts, toutes les universités ne sont pas répertoriés, pourtant ils sont bien connus. Il y a un ISP où les agents, les élèves ont payé de l'argent, et il y a un ISP où les gens n'ont pas payé. On peut m'expliquer ça? Je donne un exemple, je suis chez moi. À l'ISP Idiofa, on renseigne que les agents, l'ISP Idiofa a réalisé les recettes, par exemple, à la hauteur de 500 millions de francs congolais, je donne un exemple, mais c'est trop. Et puis je vois par exemple qu'à l'ISP Païkongi là ou Manimba, nous sommes dans un même environnement. On a payé de l'argent. Mais vous allez voir par exemple que l'université qui quitte n'est pas renseignée. Donc l'université qui quitte là, on n'a rien payé. Mais c'est la plus grande université que nous avons dans cette province. Mais qu'est-ce qui justifie tout ça? Non, c'est simplement la rétention d'informations de la part du gouvernement. Ça veut dire qu'il ne renseigne pas certaines recettes. Pour des raisons que je ne connais pas. Parce que s'ils ne les renseignent pas, ça veut dire que ces DG, ces comités de gestion qui sont là-bas, vont prendre ces recettes-là comme les recettes qu'ils peuvent bouffer. Même s'ils doivent les bouffer. Mais ils ne doivent pas les bouffer comme ça, comme des bandits, excusez-moi. Mais ils doivent les bouffer conformément à une loi, conformément à une réglementation, conformément à un ordre, à une autorisation. Sinon, ils ne peuvent pas commencer à ramasser de l'argent que nous payons. Moi, j'ai payé de l'argent pour beaucoup d'étudiants. Ce matin, j'en ai payé pour 3 étudiants qui quittent. Donc, vous payez, et à la fin, quelqu'un vous renseigne dans les budgets de l'État qu'il n'y a pas eu de paiement des frais. Donc, quelque part là, moi, je suis convaincu qu'il y a de la fraude. Si ce n'est pas au niveau du gouvernement central qui tolère ça, mais si elle n'a pas toléré ça, si le gouvernement national n'a pas toléré ça, mais il est complice. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur les instituts supérieurs. Pourquoi il doit se taire? Donc si ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau des instituts là où les comités de gestion sont en train de bouffer de l'argent. Alors, la croissance projetée déjà repose en partie sur l'amélioration de la mobilisation de recettes. Quels mécanismes, disons, concrets seront mis en œuvre pour y parvenir? Il faut poser la question à M. Fwamba. Il faut poser la question au ministre des Finances. Non, parce que c'est lui le gestionnaire. Vous le contrôleur. C'est lui le gestionnaire. Et c'est lui qui propose de réaliser ces recettes-là. Parce que, je vais expliquer quelque chose encore au niveau des téléspectateurs. C'est-à-dire que les budgets, en ce qui concerne les recettes, c'est le gouvernement qui vient proposer pour dire, cette année, je crois mobiliser autant.
Oui, mais parce que le Et gouvernement... puis, voilà comment je compte affecter ces recettes-là. Ce n'est pas nous à l'Assemblée qui disons nous devons mobiliser 20 milliards de dollars. Justement. Mais nous apportons des idées. Vous apportez les idées. Pour dire, par exemple, là, si vous ajoutez tel impôt, telle taxe, ou si vous faites un peu d'effort en élargissant l'assiette ici, vous pouvez faire un peu plus de recettes. Ouais. Alors, ils prennent ça en compte et ils améliorent leur travail. Et c'est de la même façon pour les affectations, nous pouvons leur dire, non, vous avez fait des coupes, plutôt vous avez affecté de l'argent, etc. Mais nous vous disons que nous avons appris, par exemple, quand tout le monde, les chefs de l'État, les gouvernements, tout le monde dit que la priorité d'abord, c'est la sécurité. C'est la sécurité pour notre pays, tout ça. Pourquoi affecter peu d'argent à l'armée et à la police? Donc, mettez le maximum d'argent, parce que c'est ça la priorité pour nous cette année. Mettez le plus d'argent là-bas pour que nous en finissions avec cette histoire de guerre. Mais nous disons qu'il faut mettre beaucoup d'argent aussi dans l'éducation. Parce que regardez le niveau que l'éducation a atteint. Chez nous, hein, je l'ai dit vraiment en connaissance de certaines causes, etc., c'est un niveau très bas. Il y a quelques écoles, quelques 2 ou 3 universités qui forment bien, mais partout ailleurs, c'est n'importe quoi. Moi, je n'ai pas honte de le dire, dans les villages de ma mère, madame, on a créé une université là-bas, de Sepromat. Il y a une université là-bas. Mais ils étudient où? Dans une école primaire que j'ai construite moi-même là-bas. Et c'est donc là il n'y a où pas de locaux? Non, c'est là cette université-là dispense des enseignements. Et pas des enseignements à quel type? Quel type d'enseignement? J'ai vu des chefs coutumiers. Avec quelle infrastructure? C'est normal que les chefs coutumiers viennent étudier pour qu'ils aient des niveaux, etc. Mais je vois dans cet environnement, on ne peut pas bien former quelqu'un. Moi, je n'ai pas été formé dans cet environnement. J'ai étudié dans une très belle école primaire, finalement à l'internat. J'ai fait l'école secondaire à l'internat. J'ai les prêtres du matin au soir enfermés pour bouquiner. Et je viens faire l'université de Kinshasa, la faculté polytechnique, du matin au soir, j'étudie. Mais quand je vois quelqu'un dans ces conditions-là, je pense que la personne ne peut pas avoir un niveau suffisant. Mais au bout de 3-4 ans, déjà, cette personne va se comparer à vous, à moi, parce qu'elle a son diplôme. Elle a son diplôme que l'État lui a délivré. Acceptons ça comme ça. Moi, je dis, comme c'est déjà, nous sommes devant un fait accompli, acceptons ça, mais mettons de l'ordre dedans. Voilà. Mettons de l'ordre. Mais pour mettre de l'ordre, qu'est-ce qu'il faut? C'est le gouvernement. Le gouvernement doit être courageux. Moi, j'invite vraiment le gouvernement de la République à avoir du courage, de prendre des mesures, des décisions pour réformer des choses. Pour mener des réformes, c'est un problème de courage. On a vu quelques ministères qui ont amené des réformes, 2 ou 3 ministères ont mené des réformes qui sont en train de se mettre en place. Mieux vaut que tout le monde regarde s'il n'y a pas moyen de faire des réformes dans son secteur pour que nous puissions améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Par exemple, lorsqu'on gère un secteur comme les ressources hydrauliques, l'électricité, etc., mais est-ce qu'on est conscient que l'eau, c'est pour la santé des gens? Si on est convaincu que l'eau, c'est pour la santé des gens, on ne peut pas s'amuser avec ce secteur-là. On doit se rendre compte ici, ne fût que de la ville de Kinshasa ici, tout le monde a accès à l'eau potable. Est-ce que c'est impossible que tout le monde ait accès à l'eau potable? Non, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mettez l'intelligence, tourner la tête, et puis donner de l'eau potable aux gens. Parce que les réseaux que vous avez trouvés qui donnent de l'eau aux gens ici, ce sont les gens qui ont mis l'intelligence et qui l'ont installée, non? Alors, donc maintenant, il faut croître cette histoire-là. Quand il faut donner l'électricité aux gens, vous savez, madame, qu'un pays ne peut pas se développer sans électricité. Exact. Moi, je considère que les clés de base pour le développement, c'est les voies de communication et l'électricité. Les autres viennent après. Oui, s'il y a les routes, il y a les voies de communication. Je vois ce que la nationale numéro 1 a mené comme changement de vie chez moi. Parce qu'elle passe à travers notre village. Aujourd'hui, on a des même banques devant ma maison. Oui, mais moi je parle même dans mon village. Dans votre village. À Kilembe là-bas. Les agents sont payés par la banque. Oui, ça, ils sont payés par la banque de temps en temps avec beaucoup de petites erreurs, de fraude, des trucs. Ça ne manque pas toujours. Ça ne manque pas toujours, mais ça change un peu la vie de la population. Oui, exactement. Ceux qui ont un peu de moyens pour faire le business, ils ont la facilité de faire le business. Exactement. De faire des échanges, manioc, et c'est par là vient, c'est par là que les gens améliorent leurs développement. conditions de vie. Ouais. Et je vois que tout le monde se tape un panneau solaire pour mettre l'éclairage chez lui, oui, etc. Pour regarder la télé. Sans attendre que l'État vienne. Ouais. Donc ce sont des secteurs importants. C'est ça qu'on appelle les niveaux de vie des gens. L'électricité a comme conséquence, d'abord l'accès à l'éclairage, c'est déjà quelque chose, l'accès à la lecture, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'industrialisation, l'accès à tout. C'est ça qui amène les développements. Donc moi je crois que quand on a des secteurs comme ça entre ses mains, ce sont des secteurs sensibles. C'est pourquoi j'ai été très regardant dans les budgets. J'étais très regardant dans les budgets 2026 pour voir si
Je ferme les yeux sur toute la République d'abord et je regarde ce qui concerne chez moi. Parce que chez moi, il y a une situation particulière. Ça fait 14 ans, madame, que nous avons une centrale qu'on appelle Kakobola, qui est terminée. Une centrale qui s'appelle Kakobola. Les lignes de transmission sont terminées. Les distributions d'Ankikwiti, Idio, Fagungu sont terminées. Et même si la distribution n'est pas terminée à 100% dans une ville, mais on peut continuer à raccorder pour terminer la distribution par après. Donc, au niveau où nous sommes là... Mais qu'est-ce qui bloque justement parce qu'on parle Ce système électrique-là n'a aucun problème. Si on me demande à moi en tant qu'électricien d'amener des techniciens, nous allons là-bas, nous appuyons sur des boutons, les gens auront l'électricité. Mais il semble-t-il que le courant a déjà été lancé à Kikwit? Non, ça c'est de la procédure même des fins des travaux. Okay. À un moment donné, on fait des essais pour voir comment se comportent les installations, les transformateurs, les disjoncteurs, les câbles et tout ça. Si c'est OK, on arrête. Mais maintenant, l'alimentation de la population, la prise en charge des ménages, des semi-industriels, de l'administration, etc. Ça, c'est autre chose. Et on est là, c'est bloqué. Madame, je vous dis, 14 ans. 14 ans. Comment on peut patauger avec un petit projet? Pendant 14 ans, on ne sait pas mettre en service. Mais c'est quoi le problème? C'est là où moi, je demande au gouvernement d'avoir le courage de prendre des décisions. On vous a vu plusieurs fois consulter le ministre des Ressources hydrauliques. J'ai fait ça plusieurs fois. Vous avez fait beaucoup de démarches ici au niveau de l'Assemblée nationale, mais jusqu'ici, pas de suite. Même il y a 3 semaines, j'étais chez le ministre des Ressources hydrauliques. On a examiné la situation avec lui. Il a mis son équipe technique, nous avons examiné tous ensemble. Et vous savez, moi j'ai géré les systèmes électriques. Donc on a parlé comme des ingénieurs comme des techniciens, tout ça. Il y avait des collègues Soumey et Symphorien Mungala qui étaient On a arrêté un protocole pour lever les goulots d'étranglement qui restent avant de mettre en service. Au fait, les goulots d'étranglement qui restent là-bas, ce n'est pas que le travail n'est pas encore fini. Le travail est fini. Les goulots d'étranglement, c'est des choses de genre qui va gérer les systèmes. Si on lance la tension, qui va gérer ça? Ça, c'est un goulot d'étranglement qu'il faut lever. Est-ce qu'il faut prendre 3-4 ans pour prendre une décision sur ça? Non. Donc moi, j'ai proposé qu'on donne ça à la SNEL. Si on pense que ça prendra du temps, qu'on donne momentanément à la SNEL sur quelques mois, et puis quitte à ce qu'on recrute notre opérateur qui va venir prendre des places. La SNEL a des compétences et des atouts, et la SNEL, c'est une société d'État. Voilà, ça c'est des propositions que nous avons faites au ministre. Et puis des goulots d'étranglement de genre, il faut sensibiliser la population. Mais nous sommes portés garants aussi. Nous pouvons débarquer à Kikwit, à Gungu, à Idiofa, en une semaine, expliquer à la population ce que c'est. De toute façon, moi j'ai déjà commencé à le faire. On sensibilise la population, on lui explique comment il faut utiliser l'électricité, à quoi sert l'électricité, comment il faut avoir de l'argent, comment utiliser l'électricité pour produire l'argent pour payer l'électricité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut s'organiser. C'est pourquoi moi je parle en termes de courage, de décision de dire on fait ça. Ou bien alors quand on dit que quelqu'un dit simplement aujourd'hui, je n'aime pas les Kouilous. Je n'aime pas les Kouilous, alors laissez-les comme ça. Mais quelle est la raison? Parce que moi je ne la vois pas. Mais justement, parce que nous parlons de l'électricité dans le budget 2026, nulle part on a beaucoup fait attention sur les Kouilous en général. Non, écoutez-moi, nous ce qui nous intéressait d'abord c'est de voir comment, si Kakobola pouvait figurer, Kakobola figure. En ce qui concerne les travaux pour le système Kakobola, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc ça ne devait pas apparaître. Mais il y a des fonds que le gouvernement a alloués à Kakobola pour une indemnisation, pour les restes des choses administratives à faire. C'est tout, non? Parce que quand on a fait passer les lignes, on a construit les trucs, on a délogé, on a arraché les terres des gens. Il faut les indemniser. C'est simplement ce qu'ils ont prévu. Donc c'est la phase finale. Mais la phase finale ne nous intéresse pas. Une phase finale théorique ne nous intéresse pas. Nous, la phase finale qui nous intéresse, c'est la phase finale pratique. Qu'est-ce qui vous intéresse alors? Avoir l'électricité. Moi, j'aimerais dans ma maison, dans la maison d'une vieille maman à Kazambalaba, ou à Mundelefun Jagungu, qu'on me dise qu'aujourd'hui, il y a l'électricité. On lance et puis on commence à gérer. C'est tout, c'est simple. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que je voulais avoir, mais si ça, on n'a pas encore mis en service toutes les théories qui vont venir pour moi, elles ne tiennent pas la route. Blablabla. Elles ne tiennent pas la route. Ok, parce que nous parlons priorité sectorielle, la sécurité et la défense ainsi que le développement économique représentent en elles seules 40% du budget. Est-ce que c'est cohérent avec le besoin actuel du pays? Je suis d'accord avec vous, madame, que vous disiez que la cohérence, oui, parce que si nous parlons de la cohérence, moi je dis oui. Mais si vous dites est-ce que c'est normal, je vais vous dire oui. Mais je vais vous dire une chose.
un pays a beaucoup de besoins. Chaque république au monde a beaucoup de besoins. L'environnement, c'est un besoin primordial pour la population. L'eau, l'électricité, les routes, les télécommunications, les médias, c'est toujours un besoin. Le tourisme, c'est un besoin. Mais à tout moment, il faut voir quelle est la chose la plus cruciale, la plus importante, la plus critique à laquelle votre gouvernement fait face, votre pays fait face. Je me rappelle une fois, je ne sais pas quelle année, en France, ils voulaient faire face au problème d'équipement. Et donc, ils ont donné plus d'importance aux équipements. Et les ministres qui sont en charge de ces affaires-là étaient comment on appelle, préséants par rapport à beaucoup d'autres. Ils changent de place, ils deviennent préséants par rapport à beaucoup d'autres. Parce que les besoins de la République à ce moment, c'était l'équipement. Nous, ici, aujourd'hui, quelles sont les choses auxquelles nous faisons face? Nous pouvons nous permettre d'arranger simplement les routes, les écoles, les trucs comme ça. Mais la guerre continue à nous dévaster et va nous déstabiliser. Ça ne servira à rien. Donc je crois que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la sécurité. C'est pourquoi nous devons, et puis ça a trop duré, nous devons décider de dire, nous mettons suffisamment de moyens là-dedans pour qu'on mette fin à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est nul. Donc chaque domaine, chaque secteur a reçu un peu d'argent, mais on peut vous dire, vous, maintenant, je parle un peu comme dans les ménages, vous maintenant, vous allez fonctionner, mais vous n'allez pas investir. Parce que vous pouvez rester un moment sans investir, il n'y aura pas de dégâts. Alors, on vous diminue un peu votre quota pour renforcer du côté où nous pensons que c'est très crucial. Vous savez, dans les maisons, lorsqu'on a un problème de maladie, où on fait face au minerval des enfants, quand on regarde avec madame, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, nous sommes au mois de septembre, il y a des enfants qui sont dans les universités. Donc, les salaires qu'on va avoir ces mois-là, la priorité, c'est ça. Et du côté ménage, peut-être on peut dire, bon, même s'il n'y a pas de lait, même s'il n'y a plus d'omelette, c'est pas grave, on va prendre du thé rouge. Ou bien alors, carrément, on mange les foufous le matin, au lieu de chercher des midi à 14 h, des choses qui vont coûter cher. Parce que nous avons donné une priorité à quelque chose. Mais nous n'allons pas mourir du fait de manger les foufous le matin. Donc c'est un peu la même gymnastique qu'on doit faire. Ça, c'est ma façon d'expliquer ça. Qu'on doit faire au niveau d'un gouvernement. Parce que les recettes d'un gouvernement ne sont pas illimitées. Donc les recettes sont limitées. Et donc il faut savoir les affecter, mais tout en tenant compte des priorités. Et les priorités, c'est juste quand on est face à un problème qui se pose au pays, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Je ne suis pas... il ne faut pas être au gouvernement, ou bien il ne faut pas être au Parlement pour comprendre ça. Je pense que les communs des mortels, même nos mamans, dans nos villages, là, elles comprennent ça. Alors, quelles sont les principales préoccupations soulevées par le député, n'est-ce pas, lors du débat général? Vous savez, le problème des députés, c'était d'abord la majorité, c'est la sécurité. C'est la sécurité qu'il faut privilégier. Et les autres, c'est les salaires des fonctionnaires et des militaires. Donc, faire en sorte que les enseignants, il y a même beaucoup de collègues qui ont dit doubler les salaires des enseignants, doubler-les immédiatement, etc. Donc, mais le gouvernement va essayer de voir, parce que c'est facile de dire doubler-les, mais on doit doubler en fonction des recettes. Voilà, moi je suis un gestionnaire d'entreprise, j'ai vu une grande entreprise. On peut avoir la volonté de doubler les recettes, et plutôt les salaires des agents, mais on fait face à un problème des recettes et puis finalement les agents se retournent contre vous. Si aujourd'hui on donne à un agent 1000 $ et qu'après on n'arrive pas à produire de l'argent nécessaire pour payer les 1000 $, ne vous en faites pas, et ils vont se retourner contre vous. Ils seront dans les rues, ils vont déstabiliser les choses. Donc le gouvernement va regarder de quelle manière il va répondre à cette préoccupation-là. Ensuite, à part la sécurité, la paix et tout, il y a ces problèmes de l'éducation et puis des fonctionnaires, améliorer les salaires des fonctionnaires pour qu'ils vivent bien, parce qu'il y a eu ces problèmes de paiement des enseignants. Et moi, je suis allé dire aux collègues de Monkoto, Célestin Ngelemba, j'ai dit, en venant de chez moi pour ici, je vais de suivre à la radio qu'à Monkoto, les enseignants sont restés 4 mois impayés. 4 mois impayés. Et puis, j'ai vu les collègues Mboukou Boris soulever aussi un problème des banques qui, je crois, qui peut être à Idiofa, qui n'arrivent pas à payer les enseignants comme il faut. Mais qu'est-ce qui arrive? Ces problèmes, même chez moi à Gungu, on l'avait connu à un moment donné, parce que maintenant, apparemment, ça s'est amélioré un peu. Oui, un peu. Donc, l'enseignant, il vient prendre les salaires là où il y a la sous-division,
et puis ou à un centre urbain. Mais lui, il enseigne à 150 km. Il doit faire les pieds. Donc il fait les pieds. Et quand il fait les pieds pour venir prendre son salaire, en fait, les élèves sont sans cours. Ils attendent que monsieur rentre pour enseigner. Et quand monsieur vient là, il passe 3 ou 4 jours, il n'a pas encore l'argent. Et supposons qu'on lui dise non, on n'a pas assez d'argent, on rentre à Kikwit chercher l'argent, puis on viendra vous payer. Monsieur va tomber en syncope. Voilà. Et vous voyez que ce sont les enfants qui perdent. Nous pensons que nous causons du tort aux enseignants, mais non, nous causons du tort à nos propres enfants. Alors c'est pourquoi j'ai vu les collègues intervenir sur cette matière-là. Et nous demandons au gouvernement de faire un effort. Quel est le problème qu'il y a à savoir pourquoi une banque n'a pas payé les salaires des enseignants à Monkoto? Quelle est la banque qui a été désignée pour payer les salaires à Monkoto et pourquoi il n'a pas payé? Quelle est l'autorité de l'enseignement primaire et secondaire qui devait signer et qui n'a pas signé? C'est facile à contrôler. Alors, les ministres de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, je crois, se renseignent simplement et puis frappent la personne. On frappe la personne. J'ai entendu. Chose qui n'est pas faite parce que j'ai entendu un délégué syndical qui a fait une tournée là-bas. C'est une maman qui parlait, qui a fait une tournée de ces côtés-là de la Tchouapa, où les gens ne font que détourner l'argent. Il a même impliqué les vice-gouverneurs, il a impliqué, je ne sais pas qui encore là, qui sont présents dans la paie. Donc, c'est les sous-traitants pour la paie et des trucs comme ça ne marche pas. Ils ne sont pas toujours sanctionnés. Alors, personne ne sanctionne. Et puis, les ministres des Finances aussi. Il a une part de responsabilité. Comment vous sortez l'argent de la République? C'est vous qui en êtes les garants, les gestionnaires. Vous sortez l'argent pour destination Monkoto. 4 mois après, cet argent n'est pas arrivé et vous êtes là. Sans contrôle. Voilà. Donc je crois que c'est là où je pense que le gouvernement a une part de responsabilité dans la souffrance de nos frères, les fonctionnaires, les enseignants et des trucs comme ça. Non simplement ils ne sont pas tous payés régulièrement, mais aussi il y a le fait qu'il y en a qui passent 2-3 mois sans avoir l'argent. Et quand on viendra les payer, peut-être on les payera 1 mois ou 2 mois et ils vont oublier les autres mois. Et là, c'est là où il y a la magouille, il y a un peu de vol, il y a un peu de tricherie là-dedans, etc. Et je pense que nous devons mettre fin à ça. Moi, j'ai toujours dit, et je l'ai dit aux collègues, il n'est pas normal que quelqu'un qui gagne un salaire de 10 000 $ puisse détourner l'argent d'un fonctionnaire qui a 400 000 francs. Alors là, moi, je travaille à la SNEL, je ne cache pas mon salaire. Il y a des périodes où j'avais 12 000 $ quand je travaillais à la SNEL comme mandataire. 12 000 $. Et je peux me permettre de détourner les 500 $ d'un agent. Ça c'est être malade, c'est être fou, c'est être méchant. Et c'est ce que nous remarquons. Comment les gens qui sont les IPP, qui sont les PROVED, qui sont ceux qui ont beaucoup de possibilités de gestion d'argent, etc., peuvent détourner l'argent d'un enseignant, les 350 000 francs d'un enseignant. Mais les gens comme ça, il faut les punir. Moi, j'ai dit, on m'a appris qu'on est en train de mettre des généraux dans les prisons ici. J'ai lu ça dans les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sûr. Oui, je ne sais pas, je dois vérifier. Mais pourquoi on ne peut pas mettre la main sur tous ces IPP, ces PROVED, ces sous-traitants des banques, des trucs comme ça, et puis les mettre en prison? Ouais. Mettre en prison pour avoir détourné l'argent d'une dizaine d'enseignants d'une école. Je pense que c'est une largesse de la part du gouvernement? C'est une faiblesse. Non, on ne peut pas être large en laissant les gens voler. C'est quelle largesse ça? Moi, je peux être large lorsque je vois ma fille, par exemple, en train d'utiliser quelque chose, l'argent de la maison pour aller manger au restaurant, tout ça, je lui dis, je suis large parce que je tolère. Mais là, pour le gouvernement, ce n'est pas une largesse. C'est une faiblesse énorme. Et un gouvernement n'est pas là pour être faible. Une faiblesse. Alors, vous, en tant qu'élu du peuple, votre population attend de vous résoudre cette situation. Quelles sont, en fait, les stratégies que vous proposez directement? Nous allons interpeller. Notre président vient de prendre place il y a une semaine. Nous avons déjà préparé beaucoup d'initiatives parlementaires dans le sens des questions orales avec des débats, des interpellations, etc. Et des émissions, comment on appelle ça, des convocations en commission. Je crois que nous allons prendre la vitesse de croisière et puis ils vont venir répondre. Ils doivent venir répondre en espérant que personne ne va nous torpiller notre démarche. Si vous pouvez quand même vous exprimer en lingala ou encore en kikongo, essayez de nous expliquer en rapport avec le projet de budget 2026 présenté par la Première ministre Judith Suminwa à la population qui vous suit et surtout à vos élus. Bien, je préfère parler particulièrement à mes élus. Particulièrement à mes élus. Exactement. J'aimerais parler à la population de Gungu et par extension à la population de Kikwit et Idiofa, Boulungu, Massimanimba, etc.
petit territoire de la province de Kwilu. Voilà. Budget, mais salama, mutindo ya budget, on salamaka. Quand on vend na bimazo, les tota, tout mais que priorité, ça la province, na beto que na kati. Beti me kete koti sayo na commission, il y a Ecofilm qui bete bingaka, sambobo yikayo. Par exemple, on met 4 au côté ça, prise en charge, il y a un centre de santé, il y a un ONG, quelques ONG. Ça me yo na subvention économique et sociale. Ça me en charge pour que ça bon fonctionnement. Mais qui m'a intéressé mingi population na beto kele. Nzila ukwenda na bulungu. Kalangeke na petit kasai na balabala bampaki na balabala nene na ukwenda na bulungu. Ina ke nzila ko intéressé beto sambo feto la makadam. Nzila ukwenda na Bandunduville ko intéressé beto mingi. Nzila ukatoka na national numéro 1 na Gungu ko intéressé beto mingi. Nzila ukwenda na Kanzombe pasi bingine boapa na Kanzombe séparé Kanzombe na Kikwit. Ko intéressé beto mingi et puis makambu ya électricité. Ça monde qui quitte Gungu idio fana ba boala ina bomé raccorder au bas courant et ko intéressé beto. Mais en synthèse, mo la mutu ba pidiaye. Mulungu tanga bimango na mosi. Kalangeta makambo ya nzila ya kokota na bulungu, na nzila ya kokota na Gungu, il y aurait déjà na programme ya ministère ya agriculture na kati ya programme abobinga Programme national de développement agricole, PNDA. Betu mosi me vanda kuna, betu me sol la tibo, bon me demander, Banque mondiale me quoi accorder mbongo, ils vont pour tasser la banque là national pour la macadam entre national na bulungu, entre national na gungu ainsi de suite. Donc c'est déjà quelque chose. Il y a un budget puis auquel, na budget auquel. Donc moi je là au débat dans toi la bantu auquel fait. Ça me na mettre la système rakobola na électrification ba bola ina. Kakobola muti muda bisa déjà na bana qui quitte na radio que bob mourir rappeler que bisa le même manarayo mais bien ndam ka ba raccordement il y a quelques maisons par-ci par-là mais bien ndam ina bien na pousse ka gouvernement ko meka ko tout la yo en service en bantuba courant bo se platio. Donc il n'était pas nécessaire que gouvernement ko tout la dia kuna bisa la kakobola parce que c'est quel travail. Voilà 5% bo sonika dans le rapport, il y a le ministère des Ressources hydrauliques qui était 5%. Moi, je considère que 5% qui est le raccordement, il y a particulièrement dans l'Idiofa. Il faut moins retard. Et puis, moyen, il y a apparaître dans le budget qu'elle fait. Parce que quand un collègue n'a pas dit non, c'est attaqué un peu dans le VPM, dans le budget. Non, ce n'est pas ça. C'est pas les VP mobiliers n'allaient rien faire, même s'il allait mettre de l'argent pour Kakobola. C'est de l'argent inutile, ça allait servir à rien, parce que Kakobola, le système, le travail du système Kakobola, il y a même déjà, etc. Deuxièmement, on a mis la Nzila au coin de la Kanzombi. Bon, moi, je suis vraiment élu à Kikwitivé, mais moi, je suis quand même curieux dans Ouzaba. Tu es leader, notamment. Voilà. Alors, j'ai parlé avec l'honorable Symphorien Munga, qui est allé voir le ministre des Finances, qui lui a dit qu'il y avait déjà un paiement effectué par rapport à Nzila Inapana. Donc, moi, je me dis, Ouzaba Vembalanka, probablement pour ça, que bon mettre na budget V. Alors, il fallait que même Bampre na betu lutaka na kusatake na VP ma budget. Beaucoup se renseigner peut-être na Ouzaba kana information na yoge vrai ou bien vrai vers se concepter. Ça mon ambote V bien comprendre mon pan. Alors qui m'a ya un sou quand même bikalanki ba route de dessert agricole, il y a un programme il y a ministère du développement rural, donc je pense que c'est ça là. Bon, les restes mais bika il y a des projets moi qui ne sont pas en termes de priorité, il y aurait vraiment plus priorité que il na meka toka ko tangila beno awa. Donc tout talent qui mutindu les rabeta landila yo na mvula ya kuisa 2026, ça me bon mais à exécuter bidjango. Voilà, vraiment dans une émission. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, un mot de la fin, et nous allons clôturer cette émission. Bon, merci madame pour l'occasion que vous m'avez donnée en ce moment, même si je ne suis pas vraiment en forme. Oui. Vous avez senti même ma voix. C'est nous qui vous remercions. Voilà, donc j'ai dû accepter de parler parce que je pense que c'était quand même nécessaire. Qui m'a quel je salue tout le monde. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Actu Parlement, votre émission qui vous permet de comprendre l'actualité parlementaire du Sénat, Assemblée nationale et des assemblées provinciales de la RDC d'ailleurs. C'était tout. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'honorable
Rombo Foumani, il est l'élu de la circonscription électorale des Gongo. D'ici là, portez-vous bien. Bye, on se retrouve prochainement.